Bonjour et bienvenue dans Atout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la médecine légale. Au cours de cette émission, nous l'aborderons dans son ensemble. Traditionnellement, la médecine légale est la médecine de la mort. Cette idée est très souvent confortée par les séries télévisées et pourtant, elle a bien d'autres missions que nous allons découvrir tout au long de cette émission. Nous aborderons notamment la violence faite aux femmes. 200 000 femmes sont sujettes à des violences conjugales chaque année et on va voir comment la médecine légale peut les accompagner et les défendre. Nous aborderons dans cette émission la médecine légale dans son ensemble et pour ce faire, nous sommes accompagnés de nos invités, le professeur Leonetti. Bonjour, vous êtes professeur de médecine légale. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes accompagné de maître Sébastien Viquenot, avocat au barreau de Marseille. Bonjour. Bonjour. Et de Yannick Liard, commissaire de police nationale. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Et bien sûr, nous avons notre chroniqueuse Julia qui est à nos côtés. Merci d'être avec nous, comme toujours. Alors, dans cette émission, on parle de médecine légale. Et la première question qui nous vient à l'esprit, professeur Leonetti, qu'est-ce que la médecine légale ? Alors la médecine légale, c'est une spécialité médicale dont le rôle principal est de pouvoir répondre aux questions de la justice. C'est donc une discipline qui a pour but finalement de pouvoir, à partir d'une situation médicale ou scientifique, la rendre compréhensible par quelqu'un qui n'est pas du monde scientifique ou médical, qui est souvent un juriste ou un avocat ou un policier. Quel est son champ d'action ? Alors le champ d'action de la médecine légale est large, puisque comme vous l'avez dit, elle est plutôt considérée dans la population comme étant la médecine du mort, mais elle couvre aussi un certain nombre d'activités concernant les personnes vivantes, et notamment les constatations médico-légales de personnes qui sont victimes d'agressions. Quels sont les acteurs de la médecine légale ? Alors bien évidemment, ce sont d'abord les médecins légistes qui, comme je vous l'ai dit, sont formés à cette spécialité médicale, mais il y a d'autres acteurs de la médecine légale, puisque cette médecine légale peut se décliner en un certain nombre, je dirais, de surspécialités. Il y a par exemple l'anatomopathologie, il y a par exemple la toxicologie, il y a par exemple la génétique pour les empreintes génétiques, il y a par exemple des liens avec l'anthropologie médico-légale. Donc de multiples acteurs au service de la médecine légale. Alors nous allons voir dans le reportage qui suit la médecine légale clinique. Nous sommes dans l'enceinte de l'hôpital de la Timone, à côté d'une activité plus classique de la médecine légale qui est l'activité de thanatologie, c'est-à-dire de prendre en charge les morts suspectes par l'autorité judiciaire, dans un secteur moins connu qui prend en charge non pas des personnes décédées, mais des personnes qui sont victimes de violences, qu'elles soient volontaires ou involontaires. La médecine légale dite du vivant consiste à examiner des personnes qui allèguent avoir été victimes de violences volontaires ou involontaires. Elles vont donc dans un premier temps porter plainte auprès de la gendarmerie ou de la police, puis obtenir une réquisition pour être examinées par un médecin du service de médecine légale. Cet examen est possible ici dans nos locaux si la personne est à même de pouvoir se déplacer, mais si elle doit nécessiter des soins médicaux, voire si elle est hospitalisée, cette consultation se fait dans les lieux de l'hospitalisation, c'est-à-dire dans des établissements publics ou privés. Parallèlement, l'activité qui concerne la médecine légale du vivant n'est pas uniquement dévolue à l'examen de victimes, mais également à l'examen des personnes qui sont en garde à vue pour déterminer si leur état de santé est compatible ou non avec la garde à vue. Une partie peut se faire dans nos locaux et puis une autre partie se fait encore à l'extérieur puisque bien évidemment, nous consultons ces personnes dans les lieux dans lesquels ils sont retenus, c'est-à-dire au sein des commissariats et des gendarmeries de Marseille, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les personnes qui vont se présenter ici ne peuvent pas le faire spontanément. Préalablement, il faut qu'elles portent plainte auprès de la police ou de la gendarmerie. On va leur remettre une réquisition permettant d'être examinées ici par un médecin. Il s'agit d'un examen classique médical, mais non pas dans un but de soigner, mais dans un but de faire l'état lésionnel de la personne et d'imputer cet état lésionnel aux faits
qu'elle allègue. Ce certificat ne sera pas remis à la victime, mais directement à la personne qui a établi la réquisition. Ce document fera l'objet de la procédure, il va permettre de faire l'état lésionnel, de comprendre la gravité de l'infraction qui sera retenue contre l'agresseur potentiel. De retour sur le plateau d'Atout Santé où nous parlons de médecine légale, notamment avec le professeur Leonetti. Alors comment on reconnaît le statut de victime ? Alors, le statut de victime n'est pas reconnu par la médecine légale. Le statut de victime, il va être reconnu par la justice sur le fait que quelqu'un a été victime d'une agression, d'une infraction au code pénal. Et la médecine légale, à partir du moment où la justice l'interroge pour examiner cette personne et faire un certain nombre de constatations, va intervenir et va pouvoir déterminer des éléments tels que l'ITT, l'incapacité totale de travail, qui va permettre d'éclairer la justice. Merci. Alors, dans la chaîne, on a vu que la première personne que les victimes rencontrent en général, c'est la police. Donc, comment ça se passe ? Quel est votre rôle dans cette chaîne ? Notre rôle premier, c'est un rôle d'accueil et d'écoute des victimes pour pouvoir ensuite les orienter. Comme il a été très justement dit dans votre reportage, ça permet notamment pour nos effectifs de délivrer des réquisitions afin de solliciter le médecin légiste et d'établir un bilan par rapport à la situation de la personne, sur son état de santé ou les lésions qu'on aura pu constater. Et ensuite, il y a un rôle d'accompagnement aussi, puisqu'on va pouvoir orienter cette personne vis-à-vis d'un psychologue de la police nationale, mais également une assistante sociale. Comment vous la prenez en charge, cette victime, dès les premiers instants ? Alors, dès son arrivée, la première chose, c'est l'écoute. C'est ce qui doit être priorisé. Il faut prioriser l'écoute de la victime pour qu'elle puisse exprimer ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a ressenti, parce que ce sont des moments parfois traumatisants pour ces personnes-là. Mais il faut également l'évaluer. Et cette écoute va nous permettre d'évaluer la victime et par la suite de l'orienter justement vers les services adaptés, que ce soit la médecine légale ou d'autres services, comme j'évoquais, l'assistante sociale. Donc c'est vous qui directement l'envoyez à la médecine légale. La justice, à cet instant, n'a pas encore de... Nous procédons aux premières réquisitions, ce qui va nous permettre d'établir une situation, et le médecin, derrière tout ça, va pouvoir constater les lésions qu'il pourra avoir vues sur la victime, et notamment formaliser une infraction, puisqu'on peut avoir une infraction suivant l'ITT relevé. Le médecin en parlerait peut-être par la suite, si elle est inférieure ou supérieure à 8 jours. Alors vous, maître Viquenot, vous êtes avocat. Quel est le rôle de la justice dans ce schéma-là ? Dans ce schéma, la justice doit veiller au respect des lois et à faire respecter les droits de chacun, dont les victimes. En partant du début, c'est-à-dire au stade de l'enquête pénale, jusqu'à la fin, c'est-à-dire le stade de l'indemnisation de la victime. Quel est votre rôle, vous, en tant qu'avocat ? À quel moment vous intervenez quand la victime vient vers vous ? On va intervenir à tous les stades de la procédure, donc lors de l'enquête, qu'elle ait lieu devant des services de police ou devant un juge d'instruction, ainsi qu'au stade judiciaire, au stade de l'expertise médicale et ensuite au stade de la liquidation pour faire liquider les préjudices. Et comment on saisit la justice ? De différentes façons. Lorsque vous êtes une victime, que vous avez fait l'objet d'une infraction ou d'un délit, vous pouvez déposer une plainte auprès du procureur de la République ou auprès des services de police qui pourra décider d'y donner suite, soit donc en confiant une instruction à un juge d'instruction ou en renvoyant devant une juridiction pour que l'auteur de l'infraction soit jugé. Le procureur de la République peut aussi décider de classer l'affaire sans suite. Et s'il décide de poursuivre l'affaire, donc s'ensuit le processus d'indemnisation de la victime. Oui. Et l'autorité de la médecine légale là-dedans, qu'est-ce que ça apporte au dossier ? Énormément de choses. Je pense que sans la médecine légale, on ne ferait pas grand-chose de nos dossiers, puisqu'on est face à des cas complexes avec des victimes qui ont fait l'objet souvent de traumatismes qui sont physiques ou psychologiques, et que le médecin expert qui est désigné par la juridiction est le seul à pouvoir apprécier et évaluer. Professeur Leonetti, quels sont les enjeux en fait de la clinique de l'expertise ? L'expertise, elle est là justement pour éclairer le magistrat sur une situation clinique d'une personne
qui a été victime d'une infraction pénale la plupart du temps, et que cette appréciation, elle répond à un certain nombre de critères, elle permet une certaine quantification de l'état lésionnel de la victime, justement pour éclairer le juge et l'avocat qui est souvent le conseil de la victime. On parlait d'ITT tout à l'heure, est-ce qu'il y a différentes catégories de victimes par rapport aux ITT? Alors non, l'ITT dont on parle, c'est la capacité totale de travail dite personnelle, celle qui est contenue dans le code pénal, et qui, dans le cadre des violences volontaires, est celle qui va déterminer la juridiction compétente. Si l'ITT est inférieur à 8 jours, c'est le tribunal de police qui va être compétent. Et si l'ITT est supérieur à 8 jours, c'est le tribunal correctionnel. Merci. Alors, on me dit qu'il y a une question des téléspectateurs. Julie de Nantes, qu'on remercie. Est-ce que l'expertise est obligatoire? L'expertise médicale est obligatoire? Peut-être la police Alors, elle n'est pas obligatoire dans les textes, mais elle est fortement recommandée, puisque, comme l'a dit très justement M. Lonetti, ça va permettre d'évaluer l'infraction et le dommage. Et d'étoffer le dossier, vous confirmez, vous, en tant qu'avocat? Non, la réponse c'est non, mais oui, parce que sans expertise, on ne peut pas faire évoluer un dossier. Écoutez, on vous remercie de ces échanges et nous allons continuer la suite de notre émission par la chronique pédagogique où nous allons aborder l'autopsie virtuelle avec le docteur Julia Marouani. L'autopsie virtuelle ou virtopsie est à mi-chemin entre la médecine légale et l'imagerie médicale. Elle se développe environ depuis une dizaine d'années. Il s'agit d'utiliser des méthodes modernes d'imagerie en coupe afin d'aider à la détermination des causes de la mort. On utilise principalement le scanner corps entier qui permet entre autres des reconstructions et notamment en 3 dimensions. L'IRM qui est plus performante pour les lésions des organes mous est moins utilisée. L'autopsie virtuelle est utilisée lors d'enquêtes criminelles, mais aussi lors de décès inexpliqués avant la réalisation de l'autopsie classique. Elle va présenter à ce moment-là plusieurs intérêts, permettre des résultats rapides et précis, guider le médecin légiste dans ses recherches par des vues multiplans, et celui-ci pourra d'ailleurs reconsulter a posteriori les images scanographiques et radiographiques. Ça va permettre aussi une accessibilité des investigations aux différents acteurs judiciaires, aux juges, aux jurés, et mettre à leur disposition des images radiographiques compréhensibles et supportables comparées à des photographies d'autopsie qui peuvent avoir un caractère plus traumatisant. L'autopsie virtuelle étant non invasive et donc respectant l'intégrité du corps, elle peut être utilisée dans des situations où l'autopsie classique n'est pas tolérée par la religion du défunt ou des membres de sa famille. Un autre exemple de l'utilisation de l'autopsie virtuelle, qui n'est pas dans le cadre judiciaire mais dans le cadre médical, est celui des morts fœtales in utero ou des morts subites du nourrisson, où elle constitue une alternative à l'autopsie classique qui peut être refusée par la famille. Donc au final, l'autopsie virtuelle et l'autopsie classique se complètent pour un résultat plus précis, plus informatif et plus démonstratif. Et il est fort probable que dans les années à venir, la virtopsie sera de plus en plus présente dans les enquêtes judiciaires, le principal frein étant le coût financier de l'imagerie. Merci Julia pour ces innovations dans la médecine légale. Professeur Leonetti, un petit mot sur ces innovations. Ça a vraiment changé la vie du médecin que vous êtes ? Ce sont des examens complémentaires au même titre que d'autres spécialités médicales qui permettent d'avoir des informations complémentaires et donc de mieux éclairer le médecin légiste et d'avoir une vision plus globale du cas qu'il doit examiner. Merci. Alors, nous allons parler maintenant dans Atout Santé de la violence faite aux femmes. 200 000 femmes subissent chaque année des violences conjugales. Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons aborder ce sujet. Et avant, nous allons à la rencontre de l'association SOS Femmes 13, un reportage signé Patrick Loez. SOS Femmes est une association qui a 41 ans d'existence et qui a le double objet de venir en aide aux victimes de violences conjugales et de faire en sorte qu'on parle du problème. Donc on est présent notamment sur Marseille, Aix, Istres et Port-de-Bouc. Chaque année, grosso modo, on reçoit 2500 femmes différentes. On va nous les aider en fonction de ce qu'elles souhaitent faire. Et c'est jamais nous qui allons dire ce qui est bon pour elles. Notre boulot, c'est de faire en sorte qu'elles arrivent à le déterminer et à l'exprimer. Bonjour. Vous venez avec moi ? On ne reste pas 14 ans dans une situation comme ça par hasard. C'est vraiment parce que la cause qu'on défend ici me paraît tout à fait louable et vraiment, moi j'ai rencontré des centaines, probablement des milliers de femmes différentes
qui sont victimes à la fois de délits, mais d'une manipulation absolument terrible. Par contre, ce qui a évolué nettement, c'est la capacité des gens à dévoiler ce qu'elles vivent et à faire en sorte qu'elles déposent plainte, qu'elles fassent valoir leurs droits. Ça ne nous permet pas de dire qu'il y a plus de violences qu'avant, ça nous permet de dire qu'il y a plus de gens qui les évoquent, ces violences. Que ce n'est plus le sujet complètement tabou comme il y a 15, 20, 30 ou 40 ans, ou voire plus évidemment. Depuis 2012, je vis une situation difficile à cause de la violence de mon mari, notamment sous l'effet de l'alcool. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de dire ce que je ressens et surtout j'ai besoin d'être protégée. Donc la personne qui m'a reçue à SOS Femmes m'a écoutée, elle m'a aidée. Elle m'a en fait donné à ce moment-là ce qui était essentiel pour moi et qui m'avait manqué chez moi, c'est le respect. Le soutien a été d'abord moral, par l'écoute. Ça a été essentiel pour moi. Le deuxième soutien, ça a été l'aide que j'ai eue pour avoir un lieu d'hébergement beaucoup plus stable. Parce que je ne vous cache pas que vivre le 115, c'est terrible. Ne cherchez pas à vous venger. Ne cherchez pas à frapper à votre tour. Allez voir ceux qui peuvent vous aider à vous en sortir. Allez voir une association comme celle à la porte de laquelle j'ai frappé qui m'aide plutôt à me reconstruire, à me tourner vers l'avant. Et SOS Femmes, comme d'autres associations, sont là non pas pour nous juger, mais pour nous aider à dire non à la violence, quelle que soit sa forme et d'où qu'elle vienne. De retour sur le plateau d'Atout Santé où nous parlons de médecine légale et nous avons à nos côtés le professeur Leonetti qui est toujours avec nous. Isabelle Chaume nous a rejoint, vous êtes la présidente d'SOS Femmes 13, bonjour. Bonjour, je ne suis pas présidente, je suis chargée de mission. Chargée de mission de l'association, en tout cas bienvenue. Et puis on a bien sûr maître Viquenot et le commissaire de police Liard à nos côtés. Professeur Leonetti, qu'est-ce qu'on peut dire des violences faites aux femmes? Quelles sont-elles? Alors, les violences faites aux femmes couvrent un registre large puisqu'il va s'agir des violences subies par des femmes dans le cadre de leur vie, que ce soit dans le cadre conjugal, dans le cadre familial, dans le cadre du travail, dans le cadre de la vie publique, c'est-à-dire dans la rue, dans les transports en commun. Ça peut être des violences d'ordre économique. Donc, elles ont vraiment un polymorphisme très important. Est-ce qu'on les classe par typologie ? On va les classer, alors dans les typologies, il y a bien sûr les violences physiques, les violences psychologiques, les violences d'ordre économique, des violences d'ordre verbal, voilà qui sont les principales typologies des violences faites aux femmes. Madame Chaume, vous êtes chargée de mission dans l'association. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'association? Pourquoi elle a été créée? Présentez-nous-la en quelques minutes. L'association SOS Femmes 13 existe depuis 41 ans. Dans les Bouches-du-Rhône, et elle propose un accompagnement particulièrement pour les violences conjugales, mais pas que. Elle a la possibilité d'avoir un accueil de jour sur Marseille, Istres, Port-de-Bouc et Aix-en-Provence. On assure également des permanences dans d'autres lieux, par exemple sur Aubagne ou sur Martigues, où les femmes peuvent se présenter à nous, soit spontanément, soit bien souvent suite à des orientations qui peuvent être faites par des professionnels de santé, comme des acteurs sociaux par exemple, ou des juristes, et également les policiers, puisque dans tous les commissariats ou gendarmeries, nous avons des affiches qui présentent. Oui. Quelles sont les actions que vous menez pour cette défense ? Alors ces actions, elles sont diverses, mais elles tiennent compte déjà de la temporalité de la victime qui s'adresse à nous. Ce que je sous-entends par là, c'est qu'on est dans un premier temps dans une écoute pour évaluer la réalité de ce que nous communique la victime. Et la majorité des cas, quand elle s'adresse à nous, ça n'est pas forcément pour dire « je veux déposer plainte ». Donc c'est quelque chose que l'on respecte bien évidemment. Par contre, c'est quoi le pourcentage de femmes qui osent porter plainte? Alors qui osent déposer plainte et celles qui ne vont pas retirer leur plainte,
ça aussi, parce que ça fait partie, je dirais, classiquement, hein, monsieur confirmera, du parcours d'une victime. Dans l'association, celle qui se présente en disant « je veux déposer plainte », ça doit être de l'ordre de 25-30%. La plupart du temps, ça n'est pas cette demande-là, prioritairement. C'est l'écoute, c'est la prise en charge. C'est l'écoute. C'est de savoir si, strictement, elle relève d'une situation de violence. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin aussi, quelque part, de venir confirmer qu'elle relève d'une violence. Alors c'est des fois du coup un petit peu violent pour elle, parce que selon ce qu'elle va nous dire, on va lui confirmer que oui, elle relève bien d'une violence, que c'est illégal, c'est pas une question que c'est normal ou c'est pas normal, c'est interdit par la loi, et qu'elle a des recours possibles, si elle le souhaite, pour rester en justice, soit par une procédure du procès verbal, de la main courante ou la saisine du procureur. Monsieur Viquenot, vous qui êtes avocat, donc vous êtes aussi en regard à côté des victimes. Comment vous les accompagnez, comment vous les conseillez avec tous ces acteurs Est-ce que vous aviez connaissance de ce type d'association ? Oui, absolument. Alors, la différence, c'est lorsqu'elles décident d'aller voir un avocat, c'est qu'elles ont déjà fait une grande partie du chemin et qu'elles veulent agir en justice. Alors, je les accompagne tout d'abord en leur demandant si elles sont sûres de vouloir enclencher une procédure qui va être une procédure pénale, que l'on n'arrête plus. Et si elles sont d'accord avec ça, eh bien, écoutez... C'est ce que disait Madame Chaume de temps en temps. Il y a une marche arrière aussi, vous le ressentez vous aussi? Oui. J'ai pu plaider des dossiers, c'est ce que j'évoquais dans l'émission, dans le cadre desquels la cliente, la victime, femme qui avait été battue par son mari, me demandait de ne pas y aller trop fort, d'épargner son mari lors de la plaidoirie pour qu'il ait une sanction la plus douce possible. Moins forte, d'accord. Quelles sont les lois qui existent aujourd'hui? Vous pouvez nous les rappeler? Il y a le droit commun, donc les dispositions qui sanctionnent le harcèlement, les violences, les insultes. Et puis après, il y a des dispositions qui sont plus spécifiques aux femmes qui font l'objet de violences. Donc la loi est venue durcir certaines infractions faites par le conjoint à son épouse, en prévoyant des sanctions pénales plus importantes que celles du droit commun. La loi également, dans le cadre de divorce, est venue prévoir des mesures d'éloignement et d'attribution du domicile conjugal à l'épouse. Voilà, pour ce qui est des... Merci. Alors, vous, du regard de la police, qu'est-ce que c'est être une victime? Tout d'abord, c'est une personne. C'est un être humain qu'on accueille dans nos services, qu'il nous faut écouter, et vous l'avez dit très justement tout à l'heure, qui a besoin d'être informé, de savoir ce qui va être fait derrière, ce qui va suivre après sa démarche. Et quand je dis ce qui va suivre, c'est comment au plan policier, on va traiter la procédure, comment on va prendre en compte sa situation, ses difficultés, et comment on va pouvoir l'aider, la protéger aussi, notre mission première, et arriver à mener une procédure, à avoir une décision pénale à l'issue. Et vous avez aussi des liens avec des associations comme Madame, oui, tout à fait, pour accompagner après la démarche? Il y a un fort partenariat. On a le bureau d'aide aux victimes, on a différentes strates qui interviennent. Au niveau local, nous avons un psychologue de la police nationale qui est présent, nous avons une assistante sociale, et puis à un niveau supérieur, nous avons le bureau d'aide aux victimes qui intervient sur un plan départemental, et nous intervenons aussi auprès des associations qui prennent le relais pour accompagner ces personnes tout au long de la procédure qui parfois peut se révéler longue. D'accord, donc là on voit un peu le chemin de parcours pour les victimes. Alors il faut oser bien sûr aller voir la police, rencontrer les associations avant de venir voir le médecin légiste, mais déjà ça permet de voir un peu le cheminement. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour ceux qui n'oseraient pas pousser ces portes? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire aujourd'hui pour celles qui nous écoutent et qui sont sensibilisées? Qu'il faut qu'elles osent justement franchir les portes des associations ou des commissariats. Ce qui est impératif, c'est de parler. Parce que généralement, on se rend compte que le fait de ne pas parler, de vivre en retrait, ce qui est un peu normal puisque c'est la stratégie de l'auteur, de faire en sorte que ces femmes restent en retrait et de façon confidentielle, à l'abri des regards et à la maison. Non. Il ne se passera rien si elles ne parlent pas. Par contre, il faut bien comprendre aussi que ça peut être extrêmement compliqué pour ces femmes de parler, d'évoquer des situations dont elles sont victimes, parce que généralement l'auteur, elles le connaissent et elles le connaissent très bien. C'est parfois le père de leurs enfants aussi, et elles ont l'impression de révéler quelque chose qui va absolument chambouler toute la famille et que toute la culpabilité
qu'elle porte déjà. On entend bien. Les autres vont savoir lui renvoyer. Merci pour ce témoignage. Alors, je pense que derrière leur téléviseur, voilà, ça va faire son chemin. Et oser parler, oser aller à la rencontre de tous ces acteurs qui sont autour de ce plateau, puisqu'ils sont à votre écoute, vous l'avez entendu, à votre disposition pour vous aider. Alors la suite de notre émission, pour finir, nous allons passer à la rubrique Fan de santé avec Fanny Masmejean. Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'un projet qu'SOS Femmes a déposé à l'ARS PACA pour agir auprès des professionnels de santé. Ce projet, c'est FeminaCare et tient compte d'un cadre réglementaire très précis. Quel est l'objectif de FeminaCare? Eh bien, c'est de former et sensibiliser les professionnels de santé de la région PACA en activité libérale ou hospitalière sur toutes les violences faites aux femmes. Des actions de sensibilisation ont déjà été entreprises dans la région PACA et des formations ont déjà commencé dans les Bouches-du-Rhône depuis le dernier trimestre 2017. L'association SOS Femmes propose, en dehors du projet FeminaCare, des sessions de formation dans leurs locaux, sur site et dans les écoles. Leurs objectifs majeurs sont 1. De lutter contre les idées reçues, 2. De permettre d'identifier ce qui se passe réellement dans le couple et 3. D'aider au repérage pour qu'il y ait des accompagnements qui soient mis en place pour les personnes témoins de situations de violence conjugale. Les professionnels de santé pourront trouver un catalogue de formations sur le site internet de l'association SOS Femmes. De plus, des colloques vont être organisés dans différents départements de la région PACA suite à l'action FeminaCare. D'ailleurs, le premier colloque est envisagé à Draguignan le jeudi 14 juin 2018. Alors, tous à vos agendas et je vous invite vivement à noter cette date, le 18 juin 2018. À bientôt. Merci Fanny, merci pour cette belle émission. C'est la fin d'Atout Santé. Nous remercions bien sûr tous nos intervenants, les téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux et bien sûr nos invités. En attendant, vous pouvez visionner notre émission sur la chaîne YouTube Atout Santé. Nous envoyer vos questions, vos commentaires sur Facebook et Twitter Atout Santé. Merci de votre attention. Rendez-vous dans un prochain numéro d'Atout Santé et d'ici là, soyez acteurs de votre santé.